Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. L'Agence française de développement, l'AFD, est une institution financière publique qui met en œuvre la politique de développement de la France et agit pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable. Présente en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine, dans la Caraïbe et l'outre-mer, cet établissement public finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète. Le groupe finance et accompagne environ 4000 projets dans 115 pays et en outre-mer, avec des équipes basées à Paris et à Marseille, et dans un réseau de 85 agences à travers le monde, ce sont environ 3000 collaborateurs qui travaillent pour le groupe AFD. Alors comment l'AFD a évolué dans le temps et l'espace? Est-ce que les actions entreprises par cette institution sont pertinentes et quelles perspectives pour le continent africain? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Papa Amadou Sarr, qui est actuellement le directeur exécutif en charge des partenariats, mobilisation et communication. Bonjour et bienvenue. Bonjour Chawala et merci pour cette invitation. Alors on va parler un peu de vous, de votre parcours, puisque vous étiez avant ministre du Sénégal et en charge de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. On a souvent parlé de votre capacité à mettre en place des instruments de financement, nano-crédit, pour les personnes qui sont exclues du système bancaire. Que faisiez-vous exactement? Alors merci, effectivement, j'ai eu la charge d'une structure qui a été créée en 2018 par le président Macky Sall, qui s'appelait la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, placée sous sa tutelle directe à la présidence de la République, avec un budget conséquent de 100 millions d'euros par an, provenant du budget de l'État, en plus de plusieurs centaines de millions d'euros ou de dollars que l'État du Sénégal a emprunté et mis à la disposition de la structure que j'organisais avec une équipe de 250 personnes environ pour mettre en œuvre des programmes de financement des très petites et moyennes entreprises. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons créé en 2020 justement un nouveau produit qui s'appelait le nano-crédit, qui était des financements de 30 000 francs, 20 000 francs CFA, adressés aux femmes marieuses. On a commencé avec ce produit au marché central aux poissons de Pikine, dans la banlieue dakaroise, où on avait constaté que les femmes entrepreneuses qui étaient dans le maraîchage, l'agriculture, la transformation de produits halieutiques n'avaient pas du tout accès au système financier bancaire traditionnel local, parce que ne disposant pas de garantie, ne disposant pas de papier, ne disposant pas du tout de formation adaptée pour. Donc, du coup, nous avons co-construit avec ces acteurs au sein du marché. On y allait à 5h, 6h du matin, à l'arrivée des pirogues de pêche pour acheter du poisson et le revendre. Et il y avait des Ivoiriens, des Guinéens qui étaient dans le marché, qui leur prêtaient 50 000 francs, 100 000 francs, avec des taux de 20-30% qu'elles remboursaient à la fin de la journée. Et nous avons mis en place un dispositif, d'abord en cash, au sein du marché, la possibilité de leur prêter 20 000, les mêmes montants, mais avec 1% de taux, et qui leur permettait, en fin de journée, de rembourser et de se réengager. Et il y avait des dames qui empruntaient 50 000 francs le premier jour. Un mois après, elle s'en sortait avec 1 million parce que tu as remboursé sa part. Et du coup, on a digitalisé toute la procédure. Aujourd'hui, je pense qu'on a, au dernier chiffre que j'ai, quand j'ai quitté l'ADER, 18 milliards. Mais mes collègues m'ont dit que ça a évolué et que ça a triplé et que c'est devenu un produit qui est même apparemment en train d'être mis en place ici par notre partenaire de l'époque Wave, qui est aussi en Côte d'Ivoire, vous voulez dire? Voilà, Côte d'Ivoire, en train de pénétrer le marché. C'était un outil formidable d'inclusion financière qui, aujourd'hui, a été repris par plusieurs pays et qui a été aussi inspiré du modèle M-Pesa au Kenya, avec le Digital Financial Services, comme on dit, les paiements mobiles digitalisés. Depuis sa création, on va dire après la Seconde Guerre mondiale, votre institution a évolué dans l'espace et a élargi son domaine de compétences. Quelle est aujourd'hui la mission de l'AFD, concrètement, et où agit-elle? La mission de l'AFD, principalement, c'est de lutter durablement contre la pauvreté dans les pays en développement et les pays à revenus intermédiaires. Aujourd'hui, nous sommes présents, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans plus de 90 pays à travers le monde, mais plus de 55% de nos activités, on peut même aller jusqu'à 60% selon les activités connexes de nos filiales, se passent sur le continent africain, avec en moyenne 12 milliards
d'euros de financement engagés par an. Et pour le résultat 2022, on est à plus de 9 milliards de décaissés. Donc, on est même au-dessus de plusieurs banques multilatérales de développement, ce qui nous place aujourd'hui deuxième derrière l'allemande, la KfW, en termes de partenaires au développement bilatéral. Le 5 mai dernier, le président Emmanuel Macron a présidé le Conseil présidentiel sur le développement pour revoir nos chiffres en termes de contribution à l'aide publique au développement française, qui va passer à près de 0,6% du PNB, ce qui montre véritablement la progression de la France dans l'atteinte des objectifs de développement durable, qui a été pris depuis le sommet sur le financement des développements dans le cadre de l'accord de Paris en 2015. Ce qui est important, vous avez dit, il y a un shift qui a été fait dans la mesure où aujourd'hui, tous nos financements prennent en compte les questions environnementales, la question de la durabilité de nos financements. Il est notoire aujourd'hui de noter qu'en Afrique et en Asie ou en Amérique latine, partout où on intervient, qu'il y a des questions relatives au changement climatique et la question relative à la durabilité même de nos interventions. Donc, nous faisons attention à cela. C'est pourquoi on a un objectif d'atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies, dans les meilleures conditions, en préservant l'environnement, en financement des infrastructures durables, en financement des énergies renouvelables et permettre à la France de lutter durablement contre les émissions de carbone. Alors, vous parlez de l'Afrique. Hein. Bon, je n'avais peut-être pas les bons chiffres. Hein. Pour moi, ça représentait 43% de votre activité, mais vous dites qu'on est même au-delà de la moitié. Oui. Bon, on se demande pour quelles raisons, mais on imagine que c'est parce qu'on concentre le plus de difficultés en termes de financement. On a besoin de plus de développement que les autres continents. C'est pour ça que vous êtes aussi présent sur le continent? Alors, il y a deux choses. D'abord, les relations entre la France, ancienne puissance coloniale, et les pays africains avec qui la Caisse française de développement a eu à coopérer à l'époque jusqu'à présent. Nous sommes présents en Côte d'Ivoire depuis 1949. Nous faisons partie des 3 premiers partenaires financiers au développement de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui avec un volume d'engagement de plus de 3 milliards d'euros en cours actuellement, avec 1,7 en moyenne en prêt et le reliquat en subvention. Dans le cadre concerté aujourd'hui, depuis la reprise de nos activités, d'un contrat de désendettement et de développement que nous avons signé avec le gouvernement ivoirien. Ce qui est aussi notoire, au-delà de la Côte d'Ivoire, comme je disais tout à l'heure, dans ce qu'on a communément l'habitude d'appeler le précaré français, qui n'est pas le cas, c'est-à-dire les pays de la zone CEMAC et la zone CFA, on a en commun la monnaie, le franc CFA, avec lequel l'euro assure la convertibilité. Et l'importance de cela fait qu'aujourd'hui, les fluctuations que nous avons dans le cadre des taux dans les autres pays qui n'ont pas de monnaie commune ou semblable au franc CFA, avec la garantie de l'euro, fait que aujourd'hui, on a des taux d'inflation qui peuvent atteindre les 70%, 80% en Afrique. Vous êtes en train de nous dire que le fait qu'on ait cette monnaie, oui, c'est un avantage. Déjà, ça facilite des relations. Absolument. Et même le décaissement ou autre. Absolument. C'est un atout. C'est-à-dire que parce que c'est un discours qu'on entend régulièrement et même notamment actuellement, c'est le pays qui déciderait de quitter cette zone franc aurait plus de difficultés pour travailler avec vous ou bénéficier de votre aujourd'hui, je suis un ancien du ministère des Finances au Sénégal. Oui. Le fait que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les pays de l'UEMOA, ou les pays de la CEMAC sont dans cette union monétaire fait que les transactions financières, les échanges que nous avons avec l'Europe, mais les États-Unis, sont beaucoup plus fiables, beaucoup plus facilités. Et aussi, on est, si vous voulez, à l'abri des fluctuations de prix qu'on peut connaître dans des pays environnants comme le Nigeria ou le Ghana ou le Mozambique, où on peut avoir des taux d'inflation à l'instar 100 ou 200% sur certains pays qu'on a vus récemment. Ça, c'est un avantage. L'autre avantage que nous avons aussi, c'est aujourd'hui quand nous allons sur les marchés eurobonds, les marchés financiers, pour lever de l'argent. La Côte d'Ivoire l'a fait avec le Sénégal récemment, où ils ont levé plus de 2-3 milliards d'euros sur les marchés.
Aujourd'hui, s'il n'y avait pas cet arrimage à l'euro, les taux que nous aurions eus sur les marchés financiers seraient au-delà des 9-10%, là où on peut lever à 5, 6, 7%. Tout ça aussi, cet avantage est lié au fait que nous ayons ce qu'on appelle ce PEG à l'euro. Dernier avantage là-dessus, certains le prendraient comme un inconvénient, c'est le fait qu'on ait une monnaie commune qui puisse nous permettre d'échanger entre nous et qu'il n'y a pas de barrière douanière entre les pays et que tous les échanges entre pays avec l'Europe et tous les pays de l'Union européenne qui ont l'euro en monnaie est facilité. Ça, ce n'est pas donné à tous les pays qui n'ont pas ce panier monétaire qui existe. Alors, on va s'intéresser à l'un de vos projets, lancé en 2018 avec un objectif de 2,5 milliards d'euros à déployer en 2022. Choose Africa accompagne les start-up, les TPE, les PME et aussi des micro-entrepreneurs, comme l'exemple des dames dans les marchés. Que faites-vous concrètement avec Choose Africa ? Parce que là, on va passer au Cap 2, mais déjà, pourquoi cette initiative et comment ça se réalise ? Et je reviendrai rapidement sur le dernier volet, sur la question de l'arrimage euro, franc CFA, sur le fait que l'AFD ou la France devient un partenaire commercial majeur de nos pays, y compris la Côte d'Ivoire, et qu'aussi les échanges sont facilités entre l'espace UEMOA et l'espace CEMAC et les entreprises françaises à travers d'autres outils que nous mettons en place, à travers le crédit export du groupe Banque publique d'investissement en France, qui, cumulé à ce que nous faisons avec l'Agence française de développement et les prêts du Trésor français, font de la France l'un des premiers créanciers de nos États. Ce qui me permet de faire la transition vers Choose Africa 2, comme vous avez dit tout à l'heure, qui est un nouveau programme que le président de la République française, Emmanuel Macron, a initié lors de son discours du 27 février. Non, avant. Choose Africa 2, c'est du 27 février 2023 à l'Élysée. Mais effectivement, Choose Africa 1 est né du discours de 2017 de Ouagadougou, où nous avons travaillé, à l'époque je n'étais pas encore à l'agence, mais l'agence a travaillé pour mettre en place des produits adaptés pour accompagner les très petites et moyennes entreprises africaines en ciblant les segments qui manquent le plus d'accompagnement financier des banques traditionnelles et des fonds d'investissement traditionnels. Et le budget initial était de 2,7 milliards d'euros à cette époque. En 2020, avec la Covid-19, on a rajouté 1 milliard de francs CFA pour en faire 3,7 milliards de francs CFA. Et là, ces milliards étaient considérés en subvention, en appui pour ce qu'on appelait Choose Africa Résilience, pour permettre aux entrepreneurs, au secteur productif, à la santé, à l'agriculture et à tous les segments de la vie économique active qui ont été impactés par la Covid, de pouvoir émerger et tirer leur épingle du jeu. Ça fait plus de 40 000 entrepreneurs qui ont été financés directement par ces financements. Justement, parce que comme vous vous intéressez là, on va visiblement, on fait un focus sur le secteur privé. Oui. Déjà, pourquoi ce choix stratégique ? On se demande, avant, vous apportiez l'aide à qui ? À l'État ? C'était le secteur public qui était privilégié dans vos financements ? Et pourquoi changer de cap ? Pensez que c'est plus pragmatique ou peut-être plus performant ? Nous ne changeons pas de cap. Nous sommes dans la continuité. Faites les deux, le secteur public et privé, toujours. Nous avons toujours travaillé avec le secteur privé, les États et la société civile et la presse. Les États, à travers des interventions qu'on appelle en prêt souverain, qui vont appuyer les États sous forme de prêts à taux concessionnel, 1-2% selon les années, pour permettre des prêts qui peuvent aller jusqu'à 15-20 ans, avec des périodes de grâce pouvant aller jusqu'à 1-2 ans selon le secteur d'activité et les négociations que nous avons avec les États, mais aussi des accords cadres qui existent entre les programmes qui existent entre ces États et le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ce qui est intéressant de noter, c'est que de plus en plus, notre filiale secteur privé qui s'appelle Proparco prend de l'ampleur sur le terrain et qui commence à être beaucoup plus centré sur des opérations avec les PME, les ETI, les entreprises à taille intermédiaire, et les grandes entreprises ivoiriennes, je peux citer Groupe Duval, Sifka, etc., qui, pour des dizaines de millions d'euros, sont accompagnés à travers ce programme de financement direct et qui montre aussi que l'économie ivoirienne est saine, que l'économie ivoirienne a reprise.
À côté de cela, nous avons les prêts souverains que nous faisons aux États, qui dans les secteurs sociaux, santé, éducation, agriculture, mais aussi les secteurs productifs tels que les infrastructures. Si vous cumulez tout ça, ce qui fait les plus de 3 milliards d'euros d'engagement que nous avons en cours avec la République de Côte d'Ivoire. Mais quand vous menez ces actions, c'est quoi l'objectif? C'est ça que je vous parlais de secteur privé et public. Oui, mais développement, ça comprend beaucoup de choses. C'est en termes génériques. C'est quoi? C'est créer de la création d'emplois. Et dans ce cas, nous-mêmes, on voit en Afrique de plus en plus des partenariats publics-privés. C'est quoi? Pourquoi cet accent sur le privé? C'est parce que c'est le meilleur premier pourvoyeur d'emploi. C'est ça, en fait. On essaie de comprendre pourquoi ce focus sur eux. Ou parce que dans nos pays, le secteur informel, donc les micro-entrepreneurs, sont bien plus nombreux, voire 60% de 80% de l'économie ivoirienne, même 85%. Eh ben, oui, mais justement, c'est pourquoi on a mis en place Choose Africa 2. Oui. L'objectif de Choose Africa 2, justement, c'est aller vers les tickets, comme on en a parlé au début de marché, faire les femmes qui vendent la ticket, l'igname, les femmes qui font la transformation des produits locaux, les femmes agricultrices, les femmes transformatrices, les couturières, les femmes qui ont les salons de beauté, maquillage, manicure, pédicure, etc. C'est des financements de 100 euros, 500 euros, 1000 euros, 5000 euros, selon les besoins, selon la capacité de remboursement de ces acteurs qui, même si elles ne sont pas formalisées ou formelles, on les accompagne à travers l'accession au registre de commerce ou l'INEA, à travers la formalisation, le renforcement des capacités, l'accompagnement pour pouvoir passer les étapes difficiles de pouvoir plus tard, dans 1 an, 2, 3 ans, être des entreprises qui ont pignon sur rue, qui ont des états financiers certifiés et qui peuvent s'endetter à 10, 20, 30, 40 millions. Donc, c'est plusieurs maillons de la chaîne qui font qu'aujourd'hui, ce continuum de services va permettre de formaliser davantage l'économie ivoirienne où on a un taux de pression fiscale avoisinant les 13% pour passer à 15-20%, pour pouvoir avoir plus de ressources, pour avoir plus de redistribution, pour avoir plus d'impact sur la pauvreté, sur la croissance et l'emploi. Deuxième point, et je termine là-dessus, notre action avec le secteur privé est aussi fondamentale parce que c'est le secteur privé qui crée de l'emploi. De nature, je suis un néolibéral. Ce n'est pas à l'État de créer de l'emploi pour les jeunes et les femmes. L'État doit mettre en place les conditions idoines au secteur privé de prendre son envol dans la transparence, dans la bonne gouvernance pour pouvoir créer de l'emploi, créer des champions nationaux qui, eux, par derrière, payent les impôts et permettent à l'État de s'enrichir et de redistribuer avec le système de welfare state ou l'État souverain. Alors ça, ce sont on va dire les actions et surtout la vision qu'on se fait de... C'est l'action, c'est pas la vision, c'est l'action. Non, mais je parle de la vision parce que la vision, c'est le développement par l'emploi. Oui. Voilà. Mais on se demande qu'est-ce qu'ils y gagnent? Qu'est-ce que vous y gagnez? Qu'est-ce que nous y gagnons? Oui, honnêtement, parce qu'il n'y a pas de... Voilà, on sait qu'il y a... Les États n'ont pas d'amis que des intérêts. Donc, qu'est-ce que vous y gagnez? Et j'ai envie de dire, à travers ça, qu'est-ce que la France y gagne? Puisqu'ils ont des problèmes aussi sociaux, ils ont des problèmes aussi, peut-être pas de développement, mais ils ont des problèmes aussi. Et pourquoi venir débourser toutes ces sommes en faveur des Africains, même si on a des difficultés? Quel est l'intérêt? Alors, 2 choses. Nous sommes l'Agence française de développement. Si demain, la République de Côte d'Ivoire ne veut plus nous voir ou ne veut plus travailler avec nous, on quitte. Mon équipe, ici, repart sur Paris où on les déploie dans un autre pays où ils sont les bienvenus. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que la France et la Côte d'Ivoire et ces pays ont des accords de partenariat qui datent de plusieurs dizaines d'années, qui font que, mutuellement, la France a besoin de la Côte d'Ivoire a besoin de la France pour des programmes et des projets d'envergure. Le métro d'Abidjan, les différents ponts, l'agriculture, l'énergie, le transport, les services, la formation professionnelle, la justice, la reconstruction des centres de rétention, et j'en passe. Tout cela contribue à la mise en place d'un État-nation fort, un État développementaliste qui, pour permettre à ces populations de vivre dans un environnement propice, si vous voulez, à des lendemains meilleurs dans le cadre du plan national de développement ivoirien, la Côte d'Ivoire a besoin de la France, de l'Allemagne,
de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement. Non, je demande, et la France, quel est son intérêt? Je termine là-dessus. Nous, je ne dirais pas que nous n'avons pas d'intérêt là-dessus, parce que nous faisons des prêts. Et les prêts sont rémunérés à des taux vraiment pas significatifs si on compare aux prêts des banques commerciales. Okay. 2, nous avons des relations éternelles ou historiques avec la Côte d'Ivoire qui font que nous avons intérêt à rester ici auprès de l'État ivoirien pour l'accompagner dans sa politique de développement et de coopération. C'est une relation basée sur la fraternité qui continue jusqu'à présent. Et nous ne sommes pas là pour gagner de l'argent, pour que ce soit clair. Oui. Nous sommes là d'abord, le nom de l'agence, c'est Agence française de développement. Et avant même, à part les prêts, il y a les subventions. Nous faisons beaucoup de subventions, d'assistance technique et d'appui avec notre filiale pour Expertise France qui accompagne, qui renforce les capacités des administrations ivoiriennes. La semaine prochaine, le directeur général d'Expertise France sera Jérémy Pelé, ici à Abidjan, pour rencontrer l'administration ivoirienne, notamment le ministère des Finances avec le directeur général des Finances publiques France pour voir comment améliorer les questions fiscales, comment améliorer la gestion des finances publiques pour pouvoir avoir plus de ressources qui pourront être dépensées par l'État ivoirien. Mais justement, en parlant de la France, la question qu'on se pose, c'est que ces dernières années, son image s'est dégradée dans plusieurs pays africains. Absolument. Tout le monde en fait le constat. Comment ça impacte finalement votre travail? Est-ce que ça vous pose plus de difficultés? Moi, personnellement, ou l'AFD? Non, l'AFD. Est-ce que c'est plus difficile maintenant on parle de sentiment anti-français, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, est-ce que ça impacte votre travail? Il y a le sentiment anti-français, il y a les notions de France dégage. Oui. J'en ai parlé la semaine dernière quand j'étais à Dakar avec l'ambassadeur de France dans une émission. Aujourd'hui, encore une fois, la France n'a pas demandé à rester en Afrique. Le président Macron l'a dit clairement lors de son discours du 27 février, justement, si vous le revoyez, je peux reprendre les propos, que la France n'a pas vocation à avoir des bases militaires dans les pays qui n'en ont pas besoin. La France n'a pas vocation à investir dans des secteurs où les pays n'en ont pas besoin. Si demain, les États décidaient de dire à la France, on a un exemple pas loin, le Mali, oui, d'arrêter les relations, les Français partiront. Parce que la croissance intérieure de la France, les emplois français, l'économie française n'est pas basée sur l'économie externe, la croissance externe, c'est-à-dire ce qui s'est fait ici. Mais c'est basé sur la production nationale qui est faite en France, qui permet de collecter l'épargne publique locale, qui permet de collecter les taxes pour réinvestir dans les programmes sociaux, les infrastructures, etc. Donc la France n'a pas forcément besoin de l'Afrique, c'est nous, au contraire, Sénégal, Côte d'Ivoire, autres nations de la zone franc, qui avons besoin de travailler avec la France dans le cadre de cette coopération technique financière pour notre développement socio-économique. Maintenant, ces gens qui s'activent, qui peuvent être des gens de la société civile, certains groupes un peu radicaux, j'en connais, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Congo, Balai Citoyen, il y en a marre, plusieurs, je ne vais pas les citer pour qu'ils se fâchent. Ils ont leur raison de se dire France dégage. Très bien. Mais les États africains avec qui la France a des relations historiques de coopération économique, financière, militaire, technique, sociale, culturelle, n'ont pas exprimé ce souhait de la France de partir. À part le Mali, comme vous l'avez vu, avec les relations... Le Burkina Faso... Mais la France est encore là. Et au Mali, il y a Air France qui va toujours au Mali. On peut aller jusqu'au bout des choses. Air France va toujours au Mali. Et la France, les Maliens n'ont jamais demandé à l'Agence française de développement de quitter le Mali. Oui. Les programmes sont suspendus. On a quelques interventions encore avec les organisations de la société civile. Aujourd'hui, les choses sont au point mort jusqu'à nouvel ordre. Parce que personnellement, je suis conscient, j'ai une part malienne. Ma mère vient du Mali, mon père vient du Sénégal. Les relations entre la France et le Mali vont reprendre, comme dans l'histoire du temps de Modibo Keïta, il y a eu des ruptures diplomatiques, et ça va revenir. Les relations entre la France, le Mali,
le Burkina, la Côte d'Ivoire, l'Afrique dépasse les présidents Ouattara, Compaoré, Sall, Macron, etc. Ça va continuer. C'est des États qui vivent ensemble en métissage culturel, qui vivent ensemble de part et d'autre. Si vous voyez le nombre de Maliens qui existent, qui vivent en J'allais vous dire, c'est pour ça qu'Air France n'a pas arrêté ses vols, parce qu'ils sont aussi nombreux là-bas. Soyons logiques jusqu'au bout. Oui. Je ne vais pas entrer dans des considérations diplomatiques, mais aujourd'hui, à la fin de la journée, à un moment donné, les gens vont se retrouver autour de la table, les choses vont reprendre pour le bénéfice des Maliens, des Ivoiriens, des Burkinabés, des Sénégalais et des Français. Donc finalement, on entend ce que vous dites et vos arguments, mais pour que les téléspectateurs comprennent bien. Par exemple, il y a des gros projets, je crois que vous sanctionnez, vous vous intéressez depuis récemment à l'agriculture, enfin pas l'agriculture, à l'environnement. Depuis longtemps. À l'environnement. Pas récemment, à l'environnement. Là, la grande muraille verte qui concerne le Sahara. Chez nous, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour la population ivoirienne ? Concrètement, ce que nous allons faire et que nous avons toujours fait, c'est appuyer la Côte d'Ivoire dans l'agriculture à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Appuyer la Côte d'Ivoire à nous assurer que l'environnement sera préservé, que quand on va faire la culture du cacao ou d'autres cultures commerciales, on a à côté aussi les cultures vivrières qui sont là et qu'on respecte l'environnement et qu'on pratique la jachère pour nous assurer que les terres se reposent et puissent reproduire. Nous assurer que quand on fait les projets d'adduction d'eau, d'assainissement, ou d'infrastructure, qui est ces analyses d'impact social pour permettre aux impactés, aux populations déplacées, de pouvoir être relocalisées, de pouvoir avoir des indemnités pour pouvoir retrouver leur dignité et leurs activités génératrices de revenus sans pour autant être jetés à la rue, comme avec d'autres partenaires qui financent sans pour autant regarder toutes ces conditions. Nous assurer aussi qu'enfin, quand le secteur privé ivoirien investit, intervient, que nous les accompagnons, qu'ils puissent prendre en compte tous ces facteurs sociaux, environnementaux, pour qu'on ait un développement socio-économique durable et harmonieux qui respecte la société, qui respecte l'environnement et aussi sans pour autant perdre de l'argent. Parce que ce n'est pas le but. C'est ça ma dernière question, mais vous disiez tout à l'heure que finalement vous êtes là à la demande des pays africains, oui. Vous venez en aide, mais donc qu'est-ce qui ferait que vous n'intervenez plus ? Il faudrait qu'on soit à quel niveau ? Parce qu'on nous dit qu'on a des taux de croissance vraiment à faire pâlir les pays européens. Oui. Bon, elle n'est pas assez inclusive visiblement, mais voilà, on a une certaine résilience malgré les crises successives sanitaires et énergétiques. Donc on nous dit toujours que les signaux sont au vert. Donc on ne comprend pas. À quel moment... Les feux doivent être verts pendant 30 ans. Ah. Il y a les 30 glorieuses en Europe. Mais aux États-Unis, aujourd'hui, prenons le cas de la Chine. Quel serait l'indicateur pour vous dire... Prenons le cas de la Chine. J'arrête de m'occuper de l'Afrique ou je m'arrête avec la Côte d'Ivoire. On va pas arrêter, on va passer à d'autres segments de financement. Ah. Parce que la coopération, même les États-Unis s'endettent. Oui. Aujourd'hui, vous avez vu... C'est la Chine qui... Non, pas que la Chine. Oui. Il y a beaucoup d'autres États qui détiennent les bons du Trésor américain. Okay. Les États-Unis risquent de faire défaut de paiement dans cette semaine si le Sénat n'approuve pas, n'élève pas le plafond de dette. La France dont on parle, elle est à plus de 80 ou 90% de taux dette PIB en termes d'endettement. Aujourd'hui, il y a certains agrégats macroéconomiques qui font qu'il faut les respecter, notamment, on en parlait tout à l'heure, la dette. Il y a aussi tout ce qui touche à l'environnement des affaires. Il y a tout ce qui touche aux exportations. Il faudrait que nos États, comme la Côte d'Ivoire, puissent pouvoir transformer localement ces produits, industrialiser le pays, créer plus de recherche et de valeur ajoutée ici, ne pas exporter le cacao brut pour importer le chocolat de la Suisse. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites avec le Ghana dans ce sens. Nous assurer, comme on le fait au Rwanda, de construire, de produire des véhicules électriques localement, comme le fait le Maroc à Tangemed, où c'est 200 000, 300 000 véhicules qui sont construits par an pour le marché européen, le faire ici à Abidjan. Nous assurer que les populations ivoiriennes qui sont dans l'agriculture produisent assez pour nourrir suffisamment la population ivoirienne. Nous assurer que l'État ivoirien, je le dis très bien,
puissent avoir assez de ressources internes, la mobilisation de ressources internes, à travers l'impôt, à travers l'épargne locale, à travers les fonds privés, les entreprises locales, pour pouvoir être autonomes en termes de financement. Ne pas avoir recours à l'extérieur pour s'endetter, pour pouvoir financer son développement. Parce que tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes qui peuvent prendre 10, 15, 20 ans, selon le degré de sérieux, de rigueur, de transparence et d'exécution budgétaire que ces États mettront en place pour pouvoir sortir de cet engrenage de l'aide, de tendre la main ou d'avoir des prêts à des taux commerciaux qui font que nous allons, à travers nos budgets, mettre plus de 60% de ces budgets à payer les services de la dette. Tant qu'on n'a pas arrêté ce cycle infernal, on continuera de travailler avec les partenaires extérieurs, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Chine ou que ce soit les Américains. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Et dernièrement, je terminerai là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie. Comme vous dites, la Côte d'Ivoire a connu de taux de croissance avoisinant les 9-10%. Mais ça ne suffit pas en 9 ans, ou en 7-8 ans. Oui. Post-crise, il faut compter 10, 20 ans, ou 25 ans, pour qu'il y ait toute une génération. Je veux dire, c'est toute une génération. C'est une génération, exactement, qui soit éduquée, qui soit formée, qui soit équipée pour pouvoir produire localement et tenir les rênes du développement. Et c'est ce que l'État ivoirien est en train de faire. C'est le débat que j'ai eu avec le Premier ministre Hachi, le ministre des Finances, tous les acteurs que nous avons rencontrés, pour monter véritablement, notamment le programme de la jeunesse, l'année de la jeunesse que le président Ouattara a décrété cette année, sur laquelle nous nous inscrivons pour accompagner l'État ivoirien à atteindre des objectifs ambitieux en termes de formation professionnelle, d'éducation, d'accompagnement pour des financements, pour l'entrepreneuriat, pour que les 400 000 jeunes formés, diplômés ivoiriens qui sortent chaque année de l'école puissent être insérés professionnellement pour avoir une société harmonieuse, développée. Eh bien, ça fait beaucoup de choses à faire. On espère qu'on y arrivera au bout, notamment nos autorités, et puis avec l'accompagnement de différentes institutions. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, c'était un plaisir et au plaisir de revenir. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité, restez sur RTI 1.